Merci de m'avoir proposé l'opportunité de vous aider à éclairer vos discussions et vos réflexions. Je ne vous cache pas que je me présente à vous un peu fatiguée aujourd'hui, parce que c'est un témoignage qui est, à mon avis, révélateur. Après chaque année climatique difficile, nous faisons le tour de France de l'adaptation. Et je trouve, personnellement, ça m'interroge, parce que ça veut dire que la thématique du changement climatique ne bouge et ne réfléchit à l'adaptation qu'en situation de crise, c'est-à-dire à des moments où on se pose des questions d'adaptation réactive. Il y a un problème, il faut faire quelque chose. Et donc moi, je fais le tour de France après chaque événement climatique majeur. J'ai commencé après 2003, j'ai fait le printemps 2011, j'ai fait 2015. Alors, peut-être que ça s'accélère, peut-être que je vieillis, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, le témoignage que je voulais vous livrer, c'est que la thématique du changement climatique doit s'envisager dans une vision de long terme et pas seulement dans les situations de crise. Alors si c'est la crise qui fait bouger et prendre conscience et faire démarrer des réflexions dans les régions sur l'adaptation, tant mieux. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir, parce que je pense que, voilà, pour l'instant, c'est dans ces contextes-là qu'on nous sollicite le plus. Voilà. Ceci étant dit, donc l'adaptation est quelque chose qu'on a pris comme un enjeu scientifique important à l'INRA à bras-le-corps à partir de 2010, au moment où nous avons fait une réflexion prospective scientifique de quelles questions nouvelles la thématique de l'adaptation allait nous saisir. Et en particulier, on a constaté qu'on travaillait depuis longtemps sur l'impact des évolutions du climat, mais pas tellement sur... Et finalement, une fois qu'on a identifié ces impacts, qu'on les a quantifiés, qu'est-ce qu'on fait ? Donc l'idée, c'était vraiment de faire bouger les communautés scientifiques pour aller sur les thématiques de l'adaptation. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que on a sans cesse des éléments de preuve que les efforts d'atténuation du changement climatique ne seront pas suffisants. Donc il faut actionner les deux leviers, atténuation et adaptation, et ça dès maintenant, de façon à ne pas être sans cesse à courir après les crises dans du réactif. Les besoins qu'on a identifiés en 2010 étaient diversifiés. Évidemment, nous, on a identifié en priorité les questions recherche, puisque c'est notre job. Mais on a vu aussi qu'il y a des questions de transfert qui n'étaient pas encore suffisamment organisées, qui n'étaient pas suffisamment efficaces, entre des acquis de recherche qui n'étaient pas encore compris. Donc il y a eu, pendant ces 10 ans, beaucoup d'efforts d'organisation, de mise en place de réseaux mixtes technologiques ou d'efforts de communication et de transfert. On a identifié aussi que l'adaptation va être beaucoup question de réorganisation des filières, des territoires, et donc qui va mobiliser des acteurs de différentes natures, pas seulement les professionnels au cœur du problème, et on vient de le voir, les consommateurs, les transformateurs, etc. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir des approches vraiment multidisciplinaires et multicommunautés. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle à l'INRA un métaprogramme, c'est-à-dire un grand programme qui associe et dont l'effort principal est d'associer les disciplines. C'est-à-dire on ne va pas avoir que des gens qui vont travailler sur les mécanismes de réponse à très court terme d'une plante à la sécheresse, mais on va essayer d'associer les différentes compétences biotechniques, agronomiques, économiques, sociétales, pour emmener la réflexion de manière intégrée et pas seulement sur des questions ponctuelles. En plus de dire que parler d'adaptation uniquement dans les moments de crise, ça me gêne un peu. L'autre chose qui m'interpelle, c'est que les communautés qui sont le plus en avance sur l'adaptation, ce sont les communautés des pays du Sud. Donc à l'international, les travaux les plus riches, les plus dynamiques et les plus innovants se trouvent dans les pays du Sud. Donc c'est important de le savoir, c'est important de s'y référer, de les consulter, parce qu'en termes d'innovation, en termes d'organisation, c'est des communautés qui parfois sont plus en avance que nous. Donc c'est les pays du Sud, mais c'est aussi, on l'a déjà dit, des thématiques qui, au niveau du GIEC, sont de plus en plus prises en compte.
Alors, moi, je ne parle pas de réchauffement climatique, donc j'avais demandé que le titre de ma présentation soit bien « Changement climatique ». Je vais vous faire un petit bref rappel des changements qu'on a déjà observés, et soit au niveau climatique, soit au niveau de l'agriculture. Donc, on n'est pas dans du scénario, on est dans ce qu'on a déjà observé. Les trois aspects qui me semblent importants, c'est justement de ne pas parler seulement du changement tendanciel, du réchauffement du plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés. C'est les figures qu'on a vues et qui sont la première à gauche. Le changement tendanciel, oui, c'est une composante des changements auxquels nous allons avoir à faire face. La deuxième composante, c'est les changements dans la distribution des événements et des événements particuliers, qu'ils soient extrêmes de chaud ou extrêmes de froid. Dans ce qui est possible et ce que les climatologues nous annoncent, c'est d'une part des événements de froid et de chaud qui vont continuer à exister, donc des gels, on en aura toujours, même si globalement le climat se réchauffe, et on en aura peut-être même des pires qu'actuellement. Donc vous voyez dans les deux extrémités de la distribution, les événements plus froids et plus chauds vont avoir tendance à augmenter. Donc cette notion d'événement extrême est quelque chose qu'il va vraiment falloir intégrer dans les pratiques. Et puis le dernier point, qui est très important en agriculture, c'est l'importance de la variabilité saisonnière et interannuelle. C'est-à-dire que quand on parle de changement climatique, ça peut être aussi bien du changement entre les années, mais aussi du changement dans les périodes où s'installent les événements. On a l'habitude d'avoir des sécheresses estivales. Bon, dans le contexte d'évolution, si ça se trouve, on va avoir plus de sécheresse printanière ou plus de sécheresse d'arrière-saison. On a connu les deux cas récemment. 2011 était une sécheresse de printemps et l'année dernière était plutôt une sécheresse tardive. Donc la saisonnalité des aléas est quelque chose qui fait partie des changements possibles dans le contexte changement climatique. Un mot sur les événements extrêmes qui vont un petit peu avec la réflexion que j'avais, c'est que des cartes comme ça, on en voit apparaître de plus en plus. Presque tous les 2 ans, on a une carte des événements climatiques extrêmes dans le monde. Donc, en fait, moi j'appelle ça des événements extrêmes ou des événements singuliers parce que ce sont des événements rares et donc qui sont pas connus dans cette région particulière, mais qui peuvent être connus dans d'autres régions du monde. Donc c'est ce que je disais, des changements de distribution des aléas, et puis aussi donc, des changements qui sont véritablement des événements extrêmes, mais qu'on ne peut pas toujours attribuer au changement climatique. Et ça, c'est très important. Les événements extrêmes ont toujours existé. Et moi qui suis forestière, je travaille sur les dépérissements forestiers. Les dépérissements forestiers, on travaille dessus avant qu'on parle de changement climatique. Après chaque grosse sécheresse, on a une crise de dépérissement, on le sait. À chaque fois, on fait avancer la recherche parce qu'on a des sujets nouveaux. Mais donc, ce que je veux juste vous mentionner là, c'est que, attention, tout événement extrême n'est pas forcément lié au changement climatique. Et je vous renvoie à un projet qui s'appelait Extrémoscope, qui a été un projet de climatologie, qui a essayé d'étudier justement si on pouvait attribuer, alors ça a été surtout sur des vagues de chaleur et des événements de pluie anormales, donc des pluies intenses ou au contraire des sécheresses. Et finalement, il y a presque la moitié des événements où la climatologie n'a pas été capable de dire c'est lié au changement climatique. D'accord ? Alors, je vous reprojette ce graphique qu'on a vu tout à l'heure, mais attention, tout à l'heure, il démarrait dans les années 70, me semble-t-il. Là, moi, je le fais démarrer dans les années en 1900, pour montrer donc les deux aspects que je viens d'évoquer sur la diapo précédente. Il y a la variabilité climatique, donc les variations ici, on va dire, entre les années, qui sont finalement des alternances. Alors ici, pourquoi c'est bleu toute la partie, l'anomalie, donc l'écart de température ici a été calculé par rapport à la période 70-2000, donc vers le milieu de cette courbe. Donc par rapport au milieu de la courbe, le début du siècle était froid et la fin est plus chaude. Donc la variabilité, c'est ces alternances entre la hauteur des barres, qu'elles soient bleues ou rouges, et la tendance, c'est la courbe qui est lissée, qui est la courbe noire, qui montre effectivement que globalement, la tendance est au réchauffement.
Alors, le réchauffement, tout le monde regarde ça à travers la température. Ça a un effet direct sur la végétation, ça a un effet direct sur les animaux, mais ça a aussi un effet indirect qui est trop souvent oublié. Et donc, Madame Sécheresse vous fait un petit rappel. Quand il fait chaud, vous avez un mécanisme de réponse qui est de transpirer. Et la végétation fait pareil. Plus il fait chaud, plus elle va devoir se refroidir en transpirant. Donc elle va consommer plus d'eau. Donc l'effet indirect de la température sur l'augmentation de la consommation en eau par les végétaux, ça c'est un des éléments majeurs qui explique qu'on va avoir des effets de sécheresse augmentés. La courbe que je viens de vous montrer, on en a une autre qui est extrêmement similaire dans sa forme. C'est l'évolution du rendement de blé en France, qui est un résultat maintenant qui est bien démontré. En fait, on a eu une augmentation régulière des rendements de blé grâce à un certain nombre de progrès, des progrès techniques, génétiques, des progrès culturaux, des progrès dans la lutte contre les maladies, des progrès contre les dosages des engrais. Donc il y a eu toute une phase d'augmentation de rendement. Et puis, depuis une dizaine d'années, en fait, on constate que le rendement de blé, ici en France, a tendance à stagner. Et cette stagnation, eh bien, nous l'avons attribuée, alors que les progrès génétiques continuent à peu près au même rythme, nous les avons attribués aux effets climatiques. Des autres effets observés, donc à l'échelle européenne, ici, des diagnostics qui ont été faits sur 8 cultures au niveau européen, où on a regardé sur la période, je ne sais plus exactement, 76-2005, on a regardé le nombre de cultures dont les rendements ont baissé et le nombre de cultures dont les rendements ont augmenté. Ici, vous avez la carte du nombre de cultures en Europe dont le rendement potentiel a diminué. Et en fait, on a entre 1 et 2 cultures pour la plupart du territoire national. Par contre, on a des zones plus méditerranéennes où le nombre de cultures déjà impactées peut être de 5 à 6, donc quelque chose de très significatif. Et non seulement dans les pays méditerranéens, mais aussi dans les zones plus continentales, où les effets de sécheresse sont amplifiés. Et ça, c'est du climat observé, donc il n'y a pas là-dedans de scénario de climat futur, c'est vraiment en utilisant les modèles de culture et le climat qu'on a connu pendant ces périodes-là. À l'inverse, des zones où les cultures s'améliorent, il n'y en a pas tant que ça dans le climat de la période étudiée ici. Et finalement, il y a en gros 1 ou 2 cultures dont les rendements sont améliorés. Lesquelles ? Alors ça dépend des territoires, c'est pas partout identique. On a le blé dans certaines régions, on a la betterave par exemple qui bénéficie du réchauffement. Et on a le maïs dans certains endroits vers le nord qui était limité par le froid et qui du coup voit des limites thermiques levées. Une autre représentation, donc on a un certain nombre maintenant de synthèses qui permettent de voir les effets possibles ou avérés. Donc là, jusque-là, je vous ai présenté des résultats avérés avec le climat passé. Là, en termes de changements possibles, voilà, pour la moitié nord de la France, on s'attend encore à des effets d'opportunité, à des possibilités d'augmentation de rendement. Donc je pense que c'est important de ne pas voir que les effets négatifs. Il y a des opportunités, il y a des cultures qui vont bénéficier du réchauffement, mais toutes les cultures ont du mal s'il n'y a pas d'eau. D'accord ? Donc les effets positifs de la température sont dans certaines régions très, très sensibles. Les effets négatifs, ça va être le manque d'eau, ça pratiquement partout. Les effets négatifs des hautes températures sur les animaux, par exemple, aussi, en termes de bien-être. Le fourrage, on a vu des irrégularités d'approvisionnement, mais certaines années avec des extrêmement bons rendements. Des pressions parasitaires qui vont baisser. On a parlé tout à l'heure d'insectes, de ravageurs qui montent du sud vers le nord. Il faut voir qu'on a piloté, enfin on a soutenu un projet sur les maladies fongiques. Elles ont plutôt tendance à avoir une pression qui a tendance à baisser puisqu'il y a des périodes de moins grande sensibilité par moins de pluie aux périodes clés. Donc tout ça fait que le contexte est extrêmement compliqué.
Et en termes d'adaptation, finalement, il n'y a pas une solution magique, il va y avoir plein de leviers qu'on peut actionner ensemble ou de manière séparée selon les cas. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer d'organiser justement un petit peu ces différentes choses d'adaptation, parce qu'on vient d'avoir quelques exemples de pistes qui sont évoquées pour votre région. Et ce que je vais vous aider à faire, c'est à voir comment elles doivent s'articuler entre elles et comment elles me semblent un peu trop portées au jour d'aujourd'hui sur l'agriculteur. C'est lui qui doit s'adapter pour faire marcher sa ferme, pour faire marcher son exploitation, pour avoir son rendement, pour avoir son économie qui lui permette de vivre. En fait, il y a tellement de leviers possibles que je trouve que c'est une vision un peu trop réductrice et un peu trop mono-acteur, qui est le pauvre solitaire qui, tous les matins, regarde ses troupeaux et ses comptes bancaires. Donc, et je me permets de parler d'autre chose aujourd'hui parce que je suis dans une enceinte où il y a plus d'acteurs politiques que d'habitude. Donc, je vais me permettre de le faire. C'est aussi pour essayer d'enclencher le débat par la suite. Les différents domaines... donc, pour moi, il y a 3 points quand on parle d'adaptation qui sont importants. Les domaines d'action, les échelles d'organisation, et puis les pas de temps. Les pas de temps, c'est le plus simple. Il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Les différentes échelles d'organisation, alors ça peut paraître des échelles géographiques, mais pour moi, c'est des échelles d'organisation qui embarquent des acteurs différents. La parcelle, c'est vraiment l'agriculteur dont je parlais, c'est la plus petite échelle, c'est l'exploitant. Mais de plus en plus, on est sollicité par des régions, par des territoires qui veulent s'adapter à l'échelle d'un territoire. Et donc là, on n'est pas sollicité sur des actions par filière, mais plutôt par des échelles d'un territoire géographique avec les acteurs qui s'y trouvent. En termes de région, c'est souvent les interprofessions qui nous sollicitent et qui se posent des questions pour essayer d'organiser à moyenne échelle des marchés, de la mutualisation de matériel ou d'organisation des infrastructures, etc. Et puis, il y a un niveau national, européen, international qui est important parce qu'on est dans des marchés qui sont à ces échelles d'organisation. Alors, une autre façon de regarder ces formes d'adaptation, c'est un petit peu de les classer selon l'intention, enfin, qui est-ce qui a été l'acteur et quelle a été l'intention. Typiquement, il y a soit on veut s'adapter et on prend sa décision spontanément en situation de crise, soit on veut s'adapter pour le futur. Et c'est complètement différent en termes de posture. On peut être dans le réactif, c'est ce que je disais, je suis là aujourd'hui parce qu'il y a eu 2018, et donc vous vous posez des questions dans la réaction. Et donc c'est chaud, il y a des aides, il y a un plan sécheresse qui s'est organisé, et ça c'est du réactif. Donc c'est de l'adaptation réactive, c'est bien, il en faut. Mais je pense que ça ne suffit pas et que la réaction planifiée à plus long terme, préventive et non pas seulement réactive au moment de la crise, sont des leviers qu'il faut vraiment réfléchir, et ça se réfléchit collectivement en amont. Donc l'étendue temporelle, ça va un petit peu avec ça, hein, le court terme versus le long terme. Et puis l'étendue spatiale, qui peut être à l'échelle d'une petite région agricole, d'une région administrative ou d'une filière, voire d'une réflexion nationale à laquelle on est souvent associé à l'INRA en termes alors y compris en termes de crise, hein, les cellules sécheresse nationales. Moi, je vous les ai citées, hein, je les ai toutes faites. Donc voilà, quand il y a une sécheresse d'extension importante, et ce qui est le cas de plus en plus souvent, vu la fréquence des crises, je pense qu'on est sollicité pour réfléchir à ça. Et moi, j'ai fait la dernière crise qui était celle de 2015. J'ai dit stop, moi j'arrête de vivre en cellule de crise tous les 2 ans. S'il y a une crise tous les 2 ans, on n'est plus en crise. On est dans un nouveau régime et il faut qu'on ait des nouvelles organisations. Alors, tous ces leviers, en fait, s'actionnent à différents pas. Oui, j'ai zappé celle-là. C'était pour un autre exemple qu'on a bien analysé, c'était l'adaptation réactive tactique par les agriculteurs après la sécheresse de 2003.
Donc c'était une sécheresse qui était un peu différente de celle de l'année dernière, qui était plus précoce, donc qui avait impacté aussi des cultures de printemps, alors que celle de 2018 était plus tardive. Mais on a fait des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui avait été actionné comme levier. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont faites pour passer la période de crise, pour continuer à arriver à maintenir l'alimentation de ces troupeaux, d'éliminer, de commencer à abattre des bêtes prématurément parce qu'on n'arrivait plus, etc. Donc ça, c'est des choses, et dans les actions qui ont été décrites tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de la réaction. Et donc la réaction, c'est ce qui se fait sur un cycle d'adaptation comme ça. On a un événement extrême, on le regarde et on doit tout de suite réagir. Donc là, on est dans la réaction et on ne réfléchit pas trop à moyen terme. On se dit qu'il faut juste arriver, avec les moyens que j'ai, à passer la saison. L'adaptation un peu plus anticipée, planifiée, permet de se poser et de se dire qu'est-ce que je veux adapter, quel système je veux adapter. Alors ça peut être la ferme, mais ça peut être aussi la filière, le territoire, la région. Et à ce moment-là, il faut diagnostiquer à quoi on va devoir s'adapter. Donc, quels vont être les effets du changement climatique sur l'objet que j'étudie, objet qui va être une filière, un territoire ou une exploitation. Et pour ça, vous avez des documents, je vais vous en montrer, en particulier en termes de simulation climatique. Vous pouvez aujourd'hui savoir réfléchir avec des scénarios de climat ce qui va se passer dans votre région. Ensuite, il faut évaluer les impacts que ces évolutions de climat peuvent avoir sur vos filières, identifier des leviers d'action, donc c'est les pistes d'adaptation qu'on a évoquées tout de suite. Ensuite, les actionner, et pas seulement en réaction, mais en organisation un peu plus long terme, et suivre, observer, et ça je crois que vous avez la chance d'avoir cet observatoire ici qui fait ce travail, pour voir si les inflexions qui vont être mises en place vont avoir des effets bénéfiques ou non. Et ça pourquoi ? Parce qu'il y a des fausses bonnes idées dans les options d'adaptation qui peuvent amener dans des impasses ou dans ce qu'on appelle de la maladaptation. Et donc ce petit cycle-là qu'on peut réfléchir à différentes échelles et à un moment donné dans le temps, ce que je vous propose de faire, c'est de le réfléchir dans une trajectoire. Alors la trajectoire a disparu. C'est que ces petits cycles, au cours du temps et dans le siècle qui vient, il va falloir se réinterroger, décidément, pour à chaque étape, à chaque grosse évolution, qui peut être une évolution économique ou climatique, mais en tout cas un moment où on se pose des questions d'adaptation, finalement, il y a des chemins divers qui vont s'offrir à vous. Et quand on parle de flexibilité ou d'options qui vont permettre de changer à moyen terme les trajectoires, c'est vraiment tout ça qu'il faut réfléchir. Parce que dans les deux côtés, vous avez vu, il y a des trajectoires qui deviennent en clair, là, qui vont dans des zones de maladaptation, où finalement on est dans des impasses. Je prends un exemple peut-être extrême, mais une AOP dont les règles n'évolueraient absolument pas, s'il n'y a plus d'herbe qui pousse dans le Jura, vous ne pourrez plus nourrir les bêtes avec l'herbe du Jura. Donc soit il faut faire évoluer l'AOP, soit on va dans un décor, dans une impasse. D'accord ? Alors, la difficulté de ça, c'est que ce n'est pas spontané, et la réflexion à long terme, elle n'est pas dans l'échelle des mandats politiques, elle n'est pas forcément dans l'échelle de pas de temps d'un exploitant agricole, et pour faire ces réflexions, il faut se forcer à le faire. Il faut se mettre dans des situations de réflexion prospective et pas seulement dans la tendance de ce qu'on a vécu, mais de se mettre dans des situations qui permettent d'imaginer des futurs possibles. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas spontané, même pour les chercheurs. Quand on fait des réflexions prospectives scientifiques, c'est un exercice difficile. On a besoin de se lâcher, d'imaginer des futurs et d'imaginer quelles seraient les options de réaction face à ces différents futurs. Une difficulté majeure dans cette réflexion, c'est que le futur, on ne le connaît pas. Donc on doit choisir des trajectoires dans un monde incertain du point de vue économique, du point de vue énergétique et du point de vue climatique. Donc ça, c'est l'ampleur, en particulier régionale. C'est quelque chose qu'il faut aussi que vous gardiez bien en tête. Je vais vous montrer des impacts possibles, mais à l'échelle régionale et précise intra-région, les scénarios climatiques aujourd'hui ne sont pas très précis et on n'est pas encore sur le point de réduire cette incertitude du point de vue de la connaissance.
Donc on ne sait pas quelle sera l'ampleur du changement climatique. Et justement, si vous avez des réflexions prospectives, imaginez dans une gamme de possibles les extrêmes, si l'accord de la COP21 est effectivement respecté, ou si on explose et on est plutôt parti sur cette tendance-là. Du coup, dans ce contexte-là, finalement, ces chemins que je vous ai proposés, ces trajectoires, cette gestion adaptative, à quel moment il faut prendre une bifurcation forte, et à chaque bifurcation, il faut s'assurer de la plasticité de ce choix, ou du choix définitif qui, le jour où il ne marchera plus, sera une impasse qu'il faut accepter. Dans certains cas, c'est possible, mais il faut en avoir conscience de façon à ne pas investir bêtement, ou de savoir qu'à échéance moyenne ou long terme, ça ne sera plus vivable. Et puis donc les outils pour évaluer ces options, elles sont multiples, elles sont difficiles, elles nécessitent de la multidisciplinarité, de la multicompétence. Il y a un aspect économique, évidemment, coût-bénéfice. Il y a un aspect acceptabilité sociale. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai réfléchi par exemple sur l'évolution de la filière canard gras. Si la filière canard gras n'est plus possible, alors c'était pas dans votre région, vous devinez dans quelle région c'était, on a réfléchi, qu'est-ce qui se passe dans un sud-ouest où on ne peut plus produire de foie gras. Voilà. Et donc si on part en se disant on veut faire ça, comment on travaille avec les consommateurs de foie gras. Et puis évidemment, il y a des questions de public-privé là-dedans. Alors, une diapo sur laquelle je vais rester parce qu'elle va dans le message que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Si on regarde ici, sur l'axe de temps, en fait, l'évolution du changement climatique, plus on va aller vers un changement intense, plus les contextes vont correspondre à des choses qu'on n'a jamais expérimentées dans nos systèmes. Dans la variabilité interannuelle, dans le court terme, finalement, on a déjà pas mal d'expériences. On a vu des années sèches, des années humides, des années normales, des très bonnes années, etc. Donc l'axe vertical, c'est un axe de similarité par rapport à des situations climatiques et agroclimatiques qu'on a déjà connues. Et en fait, l'adaptation là-dedans, elle va se décliner de trois manières différentes. Ce qu'on appelle l'adaptation incrémentielle, qui est souvent donc réactive, qui est le cœur du métier des agriculteurs, et je dirais aussi des forestiers, c'est-à-dire les agriculteurs, moi, depuis que je découvre cette communauté, ils me disent, mais nous, même pas peur, le changement climatique, on s'adapte depuis toujours, on s'est toujours adapté. Et donc ça fait partie de votre ADN d'agriculteur de gérer l'adaptation, typiquement l'adaptation des dates de semis ou des dates de récolte, c'est de l'adaptation incrémentielle. De changer les variétés, etc. Mais en restant dans le même type de production, c'est de l'adaptation incrémentielle. On s'adapte pour faire face aux aléas qu'on prend dans la figure. Les éléments, les mots-clés qui ont été évoqués tout à l'heure, la chasse au gaspillage, des choses comme ça, pour moi, c'est ce que j'appelle de l'agriculture éco-efficiente, c'est-à-dire on optimise les pratiques qu'on a aujourd'hui. À l'échelle intermédiaire, à la fois en termes d'ampleur des changements qui vont pouvoir être traités par ces adaptations et l'ampleur du changement, on a ce qu'on appelle l'adaptation systémique, qui consiste à ajuster les systèmes et donc à faire des changements un petit peu plus forts, qui vont nécessiter un peu plus d'investissement et un peu plus de remise en cause des pratiques. On a parlé de stockage. Pour stocker, il faut le penser sur plusieurs années, il faut investir dans du bâti, il faut gérer son épargne différemment, etc. La diversification, c'est pareil. Si on change son assolement, c'est pas du jour au lendemain. Il faut s'assurer qu'on va avoir des filières qui vont gérer, enfin qui vont savoir valoriser les nouvelles productions. Et puis, il y a la troisième bulle, là, qui est la bulle rouge, où on est sur de l'adaptation à moyen et long terme, en pluriannuel, où là, on ne peut plus s'ajuster avec les systèmes en place et on va devoir transformer les systèmes.
Et ça, c'est vraiment quelque chose, il faut reconcevoir tout, l'organisation des filières, réorganiser le territoire national, arrêter le maïs irrigué parce qu'on ne peut plus irriguer parce qu'il y a des conflits sur l'usage d'eau, et donc du coup déplacer sur le territoire national des choses, réorganiser, et ça fait très peur à tout le monde. Les vignerons sont une communauté qui est extrêmement sensible à ces questions de relocalisation. Mais ils sont très inquiets et ils se prennent aujourd'hui par la main et ils réfléchissent de manière très très active à des scénarios complètement bouleversés en se mettant en situation. Voilà, donc ce que je voudrais souligner, c'est que dans les propositions qui nous ont été proposées par nos collègues juste avant, je pense qu'on a des leviers qui ont été proposés dans la bulle verte et dans la bulle jaune et pratiquement rien dans la bulle rouge. Rassurez-vous, il n'y a pas que l'agriculture qui est dans cette difficulté. On a les mêmes soucis avec d'autres filières. En forêt, on est un peu plus dans cette perspective long terme parce que c'est des cultures pérennes qui sont récoltées à 150 ans, donc on est un petit peu plus là-dedans. Mais on a des contraintes qui sont des contraintes réglementaires. Par exemple, on n'a pas le droit d'introduire une espèce exotique, même si climatiquement elle serait plus adaptée. Il y a des réglementations qui aujourd'hui va falloir lever si on veut faire de la migration assistée d'espèces. Alors, 2 mots sur les climats futurs en Bourgogne et Franche-Comté et les conséquences que ça peut avoir sur l'agriculture. J'avais regardé un petit peu les présentations qui seraient faites ce matin. Je pense que vous n'avez pas exploité au mieux les travaux qu'ont fait Météo France de régionalisation des impacts possibles du changement climatique, qui sont disponibles sur le site Météo France Climat HD, qui vous permet de connaître dans chaque région quelles vont être les évolutions climatiques. Je vous donne 2-3 illustrations. J'ai pris l'exemple sur Franche-Comté. Vous avez la même chose sur Bourgogne. En résumé, le réchauffement qu'on a vu va se poursuivre, et ça aussi bien en Bourgogne qu'en Franche-Comté, et quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on considère. Dans le scénario sans arriver à respecter l'accord de Paris, le réchauffement pourrait atteindre 4 degrés de plus par rapport à ce qu'on a connu dans le passé récent, 1976-2005. On ne va pas avoir d'évolution majeure de précipitations. Par contre, on va avoir des changements dans la saisonnalité de la distribution des pluies, ce qui est très ennuyeux en termes d'évolution des bilans en eau. Le nombre de jours de gel va continuer à baisser, je vais vous le montrer. Par contre, le nombre de journées chaudes, à l'inverse, va augmenter. Et puis, assèchement des sols, je vais insister un peu plus là-dessus. Pour l'agriculture, c'est pour moi un élément majeur. Alors, l'évolution du nombre de jours chaudes à gauche et froides à droite, nombre de jours de gel. En gris, vous avez le climat observé donc à partir de 70. Et puis les 2 trajectoires, jaune et rose, qui sont les 2 scénarios climatiques 4.5 et 8.5. Donc le rose sans respecter l'accord de Paris, et puis donc là on se dirige tout droit actuellement, et puis le jaune si on y arrivait. Un point que je voudrais pointer sur cette image, c'est que si vous vous projetez à 2030 ou 2050, les 2 scénarios ne vous font pas de différence en termes de réchauffement et de nombre de jours de gel. Les scénarios se différencient beaucoup à moyen terme. C'est pour ça aussi que je vous incite à réfléchir, en particulier pour tous les investissements de long terme, de réfléchir à échéance de 2100 et pas seulement 2030 ou 2050. Alors, l'histoire du contenu en eau des sols, je pense que vous êtes tous familiers avec l'idée que l'évolution du contenu en eau des sols évolue avec les cultures et leur développement saisonnier. Donc ici, vous avez sur la région, sur la Franche-Comté, toujours issu du site Climat HD, je vous ai mis l'adresse du lien sur le web. Vous avez en orange la sécheresse, l'évolution du profil de contenu en eau moyen sur la période 61-90. Et puis vous avez les 2 extrêmes. Les 2 extrêmes, je les ai laissés pour vous montrer l'importance de la variabilité interannuelle, et ça, c'est pas que du changement climatique. Vous avez déjà eu par le passé des années très humides et des années très sèches. Okay ? Le profil orange, c'est le profil moyen. Je superpose maintenant
Alors c'est issu d'un calcul de bilan hydrique que Météo France fait. Donc là, il l'a fait tourner depuis 1950. Et il l'a projeté avec des scénarios de climat futur en 2021 et 2050. Donc ce qu'on appelle le futur proche. Parce qu'en termes d'investissement, en termes d'adaptation, il faut faire vite là. Donc à ce moyen terme, ce qu'on constate, c'est que le profil se décale de manière presque parallèle au profil orange. Donc toute l'année, le profil moyen va être plus sec. D'accord ? Donc ça veut dire difficulté de recharge des sols en hiver, des sécheresses printanières plus marquées qu'aujourd'hui et des sécheresses estivales aussi plus sévères. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis juste là pour vous aider à réfléchir au futur. Donc, je me suis permis de vous projeter aussi le même profil en 70-2100. Eh bien, ça continue à se creuser. Et le profil moyen va correspondre au profil le plus sec qu'on ait connu en termes de début de saison, par exemple. Et en termes d'intensité sur la Franche-Comté, eh bien, on va être dans le profil moyen, ce qui aujourd'hui correspond à nos événements de sécheresse extrême. Donc voilà, ça c'est des éléments, quand je dis faire un diagnostic pour ma région, Franche-Comté, voilà ce que m'annoncent les scénarios climatiques. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va me péter à la figure? Quels vont être les impacts sur la filière ou le territoire qui me concerne? Et qu'est-ce que je dois changer dans mes pratiques? Juste pour vous dire, l'année 2018, on en a beaucoup parlé. Donc le profil de l'année 2018, c'est le profil qui est en rouge ici, donc qui est positionné toujours pour la Franche-Comté par rapport au profil, on va dire, déjà observé dans le passé. Les profils bleus étant les profils plutôt les plus extrêmes en humidité et les profils rouges les plus extrêmes en sécheresse. Qui dans la salle se rappelait qu'une sécheresse d'arrière-saison comme celle de l'année dernière, vous en avez déjà connue? Levez la main ceux qui s'en rappellent. Alors, ce n'est pas ma région privilégiée, donc eh bien, vous vous en rappelez plus. C'était 1959 et 1962. Vous n'étiez pas nés, hein? Malheureusement, moi non plus, c'est pour ça que la mémoire de ces événements, c'est vraiment la climatologie qui nous les donne. Et ces calculs de sécheresse rétrospectifs, ils sont super importants. Alors moi, je passe mon temps à expliquer ça aux forestiers parce qu'ils se rappellent de la sécheresse de 76. Ils se rappellent de quelques dates. Mais les événements extrêmes dans les deux sens, à la fois les très bonnes années et les très mauvaises, eh bien, on n'en garde pas une mémoire extrêmement précise. Donc l'objectiver par ces calculs, et Météo France le fait pour vous, donc ce n'est pas à vous de le faire, simplement consulter les sites qui vous permettent d'avoir ces informations. Alors, dans un projet qui s'appelait Climator, qui était antérieur à nos réflexions sur l'adaptation, on était encore dans les impacts. On avait fait quelques exercices sur la région ici, et en particulier, on avait déjà donc, des scénarios qui étaient la génération précédente, mais qui montraient déjà une réduction du nombre de jours de gel, et finalement une réduction qui était quand même extrêmement dépendante des méthodes de régionalisation qu'on utilisait. C'est-à-dire que, je vous ai dit, le climat local, régional, dans le futur, on ne sait pas le prédire. Donc il y a différentes façons de désagréger les modèles, les scénarios climatiques de grande échelle pour les régionaliser. Mais ces méthodes, aujourd'hui, ne sont pas toutes convergentes et il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus. On y travaille, en particulier avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté sur la thématique, où il y a une équipe CNRS qui travaille avec nous là-dessus. Mais il y a encore une grosse incertitude. Dans tous les cas, quand même si l'ampleur du nombre de jours de gel et les conséquences sur les rendements sont différents, ici c'était sur les stades sensibles pour le colza qu'on avait fait les simulations, donc des tendances à la réduction dans le futur lointain de ce risque de gel létal pour des stades sensibles. Dans cette même région, on avait regardé comment on pouvait se comporter, donc là par modélisation, avec des modèles de culture, par modélisation, comment allait se comporter le tournesol dans le Grand Quart Nord-Est. Donc Dijon était le plus au sud, mais on montait jusqu'à Mirecourt. Et finalement, on a vu que des régions comme le nord-est de la France, où on a encore aujourd'hui assez peu de tournesols, finalement, allaient devenir des territoires possibles pour ce type de culture.
Donc il y a des choses qui sont plus possibles, mais il y a des choses qui sont possibles. Donc c'est important de l'avoir en tête. Après, la capacité, évidemment, les tamponnages par la qualité des sols et leurs réservoirs en eau est importante. Et les rendements sont évidemment très différenciés entre les deux cultures. Alors, dans le métaprogramme, je ne vais pas vous présenter beaucoup de résultats. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a réfléchi à faire avancer des connaissances scientifiques, qui ça donne lieu à des publications scientifiques. Mais on a aussi réfléchi et on a soutenu un certain nombre de projets qui ont travaillé sur des outils pour aider la réflexion, pour accompagner le changement et la prise de conscience que l'adaptation autre que réactive est quelque chose qui doit se travailler. Donc pour ça, on a développé des modèles pour vous aider à avoir une idée des impacts potentiels sur chaque filière, sur chaque territoire, etc. Ça, c'est des choses, je vais vous en donner un exemple. On a essayé d'organiser un petit peu les différents pas de temps, les acteurs et les différents leviers d'adaptation par rapport à ces changements incrémentiels, systémiques ou transformationnels. On a développé et soutenu des outils pour aider à réfléchir et à se mettre dans des situations de climat complètement modifiées pour aider les agriculteurs à se dire dans telle situation, qu'est-ce que je ferais ? Et d'en discuter collectivement pour partager par des méthodes participatives, en fait, de mettre en situation les acteurs pour voir comment ils sont réactifs et surtout les aider à réfléchir à des contextes qu'ils ne connaissent pas du tout aujourd'hui, donc à des choses vraiment modifiées. Le travail en prospective avec les acteurs, donc pas en prospective scientifique, mais vraiment, c'est des choses que vous avez peut-être suivies en région ici, à Mâcon. Il y a eu une prospective organisée par nos collègues du projet La Cave sur la filière vigne. En embarquant tous les acteurs de la filière, depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, en fait, on se rend compte qu'en racontant des histoires et en jouant à se faire peur, eh bien, l'innovation et les scénarios de rupture sortent de la communauté des acteurs eux-mêmes. Après, certaines idées ne sont pas forcément bonnes et à nous, recherche, de pouvoir dire cette idée, elle est sur le papier séduisante, mais en termes d'efficacité, c'est pas suffisant, ça fait gagner que tant d'eau par saison ou des choses comme ça. Donc à nous d'aider à organiser les choses. Mais je pense que c'est une manière de réfléchir à long terme en ayant une participation active des acteurs, parce que si on laisse la recherche sortir des résultats, le temps que ça arrive jusqu'à vous et que vous soyez convaincus, ça ne marche pas. Enfin, c'est jamais comme ça. L'adoption de changements, elle se co-construit en interaction. Elle ne vient pas de la recherche qui va dire « vous devez planter telle variété ». Et d'ailleurs, je vais vous présenter des résultats sur lesquels on a réfléchi, par exemple sur le fourrage, à des choix variétaux. Mais notre conclusion, ce n'est pas de dire « il faut planter telle variété à tel endroit ». Notre conclusion, c'est de dire « voilà la plasticité, les gammes qu'on peut, les leviers d'action qu'on a en jouant sur ces mélanges d'espèces ou ces variétés, mais on ne va pas vous dire « à tel endroit, faites ceci ». Et puis donc, je vais passer aux exemples. La première chose, c'est vous aider à voir ce qui se passe, donc soit en climat actuel, ça c'est la veille agroclimatique, donc qui est développée par une unité de service de l'INRA qui calcule des indicateurs agroclimatiques ou avec des sorties de modèles où on en est dans le rendement du blé aujourd'hui en cours de saison, donc avec une actualisation qui se fait au jour le jour par rapport à des productions moyennes, extrêmes bonnes et extrêmes mauvaises, on va dire, par rapport au climat de chaque territoire. Jusque-là, cette veille était faite sur une douzaine de points en France, qui étaient des stations météo. Là, aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est une spatialisation, donc avec du climat régionalisé à 8 km, qui permettra d'avoir la meilleure résolution qu'on peut vous donner aujourd'hui en termes de résolution climatique. Le projet Climagie, je vous en parle parce j'ai vu que vous étiez très préoccupés, en particulier l'année dernière, avec des problèmes de production de fourrage.
Donc on a soutenu un projet qui a réfléchi justement à l'effet des mélanges variétaux, d'une part, et au mélange d'espèces, d'autre part, pour faire face aux événements de sécheresse extrême en particulier, et qui ont regardé finalement la résilience de ces mélanges aux événements extrêmes, et puis aussi la régularité sur la production de fourrage par ces mélanges d'espèces. Les mélanges qui ont été étudiés, enfin, c'était à la fois des mélanges variétaux qui ont été extrêmement élargis par rapport aux variétés classiquement utilisées, puisqu'il y a eu une synthèse, enfin une recherche et une collecte européenne de certaines variétés, par exemple pour le régras, dans un projet conjoint européen. Et l'idée, c'était de voir dans ces variétés, est-ce que mélanger des variétés plus méditerranéennes avec des variétés tempérées permet d'avoir finalement une couverture du sol plus continue, des rendements qui s'étalent dans le temps, ou des résiliences qui sont assurées par une partie de la communauté. Et puis l'autre aspect, c'était le mélange graminées-légumineuses, à la fois parce qu'il y a des effets qui ont été évoqués tout à l'heure par nos collègues sur la baisse d'intrants possible par l'apport des légumineuses, mais aussi par des questions de répartition saisonnière des usages d'eau. Donc ça, c'est des résultats qui sont disponibles. Il y a eu un document en français qui a été rédigé par le collectif de ce projet, donc qui est disponible. Un autre exemple que je voulais vous citer aujourd'hui, c'est un exemple concernant justement la démarche participative avec les agriculteurs pour réfléchir au futur possible. Donc c'est un projet qui s'appelle Farmatch, qui a été soutenu aussi par le métaprogramme, dans lequel l'idée c'était de faire de l'expérimentation virtuelle, c'est-à-dire de ne pas vous faire tester en grandeur nature des stratégies, des options qui vous emmènent dans des impasses ou qui vous emmènent dans des choses qui économiquement sont suicidaires. Donc l'idée c'était de vous donner, par de la modélisation, des impacts possibles de ce qui se passerait. Alors là c'était plutôt en région méditerranéenne, mais c'est des démarches qui peuvent se décliner dans chaque région. Donc des choses qui ont déjà été citées, des changements dans la saisonnalité de production du fourrage, avec finalement des moments été-automne plutôt de baisse de production, à des moments où on en a besoin, et puis plutôt tendance à l'augmentation au printemps. Par contre, des difficultés pour avoir un approvisionnement en maïs et en fourrage maïs régulier. Donc face à ce genre d'arguments, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se comporter? Et dans le débat entre agriculteurs, en les mettant tous autour d'une table, eh bien, on voit que les débats sont très vifs et que les options qui sont proposées sont des fois complètement opposées. Et la discussion qu'on arrive à établir dans ces mises en situation permet de faire évoluer conjointement la communauté locale d'acteurs, et puis aussi éventuellement débattre avec les scientifiques de choses qui ne sont pas efficientes, qui ne sont pas suffisantes, ou qui au contraire sont des vraies bonnes idées. Et donc l'idée, c'est de faire ces expérimentations de manière théorique, en jouant en fait, plutôt qu'en le faisant en vrai. C'est assez nouveau parce que l'agriculteur, si ça ne marche pas, on changera. On peut changer tous les 3-4 ans. Si ça ne marche pas, on peut changer. Là, c'est l'idée vraiment de se dire de manière plus fondamentale, qu'est-ce que je change? Est-ce que je change la densité de mon troupeau? Est-ce que je change carrément d'activité? Est-ce que je dis à mon gamin d'aller non pas dans une formation agricole, mais dans un autre type de choses? On a eu des comportements complètement de ce type-là qui sont extrêmement révélateurs de situations. Alors on était en région méditerranéenne où il y a des choses qui vont vraiment ne plus pouvoir être faites. Donc c'est des choses qui vraiment libèrent les réflexions et permettent d'avoir une co-construction de stratégies un peu collectives. Et puis pour terminer, je voudrais insister sur... Donc j'ai déjà parlé beaucoup du préventif. Une fois qu'on a passé une crise, se dire si ces crises-là se reproduisent, il faut peut-être qu'on fasse un peu de préventif à moyen terme, mais ne faisons pas tout porter aux agriculteurs et à la décision privée. Là-dessus, il y a beaucoup de leviers publics qui passent par des réglementations, par des incitations, par de l'aide
à la réflexion, y compris de relocalisation. Délocaliser des filières, ça ne se fera pas sans une volonté nationale organisée, déclinée dans les régions, structurée, etc. et planifiée à long terme et pas seulement dans l'urgence. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite à aller voir les résultats des différents projets qu'on a soutenus sur le site du métaprogramme ACAF. On a ici une dizaine de projets qui ont fait l'objet de rédaction avec des journalistes scientifiques et des journalistes agricoles, de manière à vous rendre les résultats accessibles et compréhensibles. Donc, je vous invite à aller approfondir ces questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup.